à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Un grand merci à l'équipe de BDXIO de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être ici pour vous parler d'un sujet qui me passionne, les Large Language Models, les LLM, ça va être mieux, entre fantasme et réalité. Et pourquoi le point de vue d'une dev passer de l'autre côté? C'est parce qu'aujourd'hui, je travaille chez Komodo Health en tant que Machine Learning Engineer, mais jusque-là, j'ai plutôt un parcours de dev. C'est-à-dire que j'ai fait 10 ans de dev Java, et puis petit à petit, en passant par le big data, je suis arrivée dans le monde de l'IA, et là maintenant, mon expertise, c'est vraiment les LLM et leur intégration dans des projets de dev. Voilà. Et comme vous le pouvez voir, j'ai écrit un livre sur le sujet, même un livre en 2 éditions. J'en ai quelques-uns avec moi à distribuer après. Donc ça c'est le message que j'ai envoyé à mon équipe. Donc dans mon ancienne, oui, donc j'ai changé tout récemment. Je me répète, je suis encore en période d'essai. Donc là, voilà. Donc ça, c'est le message que j'ai envoyé le 5 décembre 2022 à mon ancienne équipe. ChatGPT était sorti la semaine qui précède, et à ce moment-là, j'avais passé tout mon week-end à tester, à écumer les réseaux sociaux, Internet, etc. Et je suis vraiment bluffée. Et c'est pour ça, le matin, j'ai eu mon ordinateur et tout de suite, j'envoie ce message. Alors, vous remarquerez qu'à ce moment-là, c'est pas très clair pour moi. Je confonds ChatGPT, qui est l'interface, et GPT 3.5, qui est à l'époque le modèle qui tourne derrière. Maintenant, il y en a des nouveaux plus puissants. Pardon. Et donc tout ça, ça a vraiment déclenché quelque chose dans ma vie pro. J'ai changé de métier, j'ai changé d'entreprise, j'ai changé de type de projet sur lequel je travaille, j'ai changé de façon de coder. Et je pense que dans cette salle, je ne suis pas la seule pour qui ChatGPT a vraiment eu cet effet-là par effet boule de neige. Et c'est justement ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment est-ce que cet impact qui a pris des proportions dans les médias, les réseaux sociaux, et on en parle de bulles en ce moment, comment est-ce que, en fait, ça se compare avec ce que moi je vois sur le terrain depuis 2 ans, sur le terrain, entre guillemets. Et le premier fantasme dont je vais vous parler, c'est celui de la productivité. Donc, la productivité, c'est l'idée que grâce à l'IA générative, les développeurs et les développeuses vont coder 2 fois plus vite. Donc, en décembre 2022, à ce moment-là, dans mon entreprise, j'essaye de pousser des outils d'aide à la génération de code, à l'écriture de code, comme GitHub Copilot. Et c'est difficile. J'ai du mal à convaincre ma hiérarchie, j'ai du mal à convaincre mes collègues, j'ai du mal à convaincre les personnes qui dessinent. Alors, il faut dire qu'à l'époque, je suis dans une entreprise avec plusieurs centaines, voire milliers de devs, donc c'est normal, ça prenne un peu de temps. Mais c'est compliqué. Et puis, il y a ChatGPT qui arrive, et tout d'un coup, ça met en lumière les capacités de l'IA générative. Et il y a ce type d'études qui sortent. Donc ça, c'est une étude de McKinsey. Ils ont regardé le comportement des devs entre 2020 et 2023, si je ne me trompe pas. Et ils constatent alors, non, je recommence. Excusez-moi, je me suis trompée d'étude. Donc là, McKinsey, en fait, ils prédisent une réduction des coûts pour l'ingénierie logicielle de 20 à 45%, ce qui est énorme. Et donc, ça fait un peu, ça s'essaime, et tout d'un coup, pour moi, qui avait du mal à convaincre ma hiérarchie, avec ce genre d'études, ça se débloque, et quelques mois plus tard, GitHub Copilot est déployé à l'échelle de mon entreprise. Maintenant, on est quelques années plus tard, 2 ans plus tard, presque, et il y a des études qui ont été faites a posteriori. C'est-à-dire que là, donc ça c'est justement, donc entre 2020 et 2023, ils ont regardé aussi des gens qui utilisent GitHub Copilot, et
eux, ils constatent une augmentation de la productivité des devs de 26%. Donc ça, c'est top. Déjà, ça veut dire que McKinsey ne s'était pas trompé. Et 26%, faut quand même conceptualiser ce chiffre, c'est énorme. C'est-à-dire que sur une équipe de 4 personnes, c'est comme si on avait un 5e dev. C'est assez hallucinant. Si on regarde comment est-ce qu'ils ont fait, comment ils sont obtenus à ce chiffre-là, en fait, ils ont regardé les pull requests, le nombre de pull requests dans plusieurs entreprises, notamment Microsoft et Accenture, et ils trouvent, voilà, ici, on a 26% d'augmentation de nombre de pull requests. Par contre, quand on regarde ce tableau-là, on voit un autre chiffre qui est ici. Et celui-ci, il est un peu plus inquiétant. J'entends des gens qui rigolent. Voilà. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que les personnes de cette étude, quand on lit cette étude, ils ne le commentent pas. Alors peut-être que pour eux, il n'était pas assez significatif, mais quand même, on peut se demander qu'est-ce qui se passe ici. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème au niveau de la qualité, par exemple? J'ai trouvé une autre étude qui date aussi de 2024 et qui étudie justement la même chose, à peu près aux mêmes dates, GitHub Copilot entre 2020 et 2023. Et eux, ils ont quand même une approche différente. Eux, ils regardaient le comportement des devs, ils regardent ce qui se passe au niveau du code. C'est-à-dire, est-ce que les lignes de code sont ajoutées, supprimées, dupliquées, etc. Et eux, Oula, qu'est-ce qui se passe? Je suis trop loin de Hop, pardon. Hop, voilà, je suis là. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Si, voilà. Donc, eux, leur conclusion au niveau du code, elle est beaucoup plus inquiétante. Ils pensent qu'il y a un problème au niveau de la maintenabilité. Donc là, pas du tout les mêmes conclusions. Oh là là. Voilà. Par contre, vous voyez, on a quand même des gens, comme le CEO de Google, qui récemment a annoncé des choses comme ça. 25% du code est généré par l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors en fait, ça peut vouloir dire deux choses complètement différentes. La première, ça peut vouloir dire que pour 4 fonctionnalités, 4 nouvelles features, il y a une IA qui en prend une, qui fait la conception, l'architecture, qui développe tous les tests unitaires, le code, etc., en autonomie totale. Et voilà, donc on a 25% du code de Google qui est généré par IA. Ça peut aussi vouloir dire que les devs ont un autocomplete boosté et simplement l'IA complète le dernier quart de chaque ligne de code. On est d'accord que c'est deux choses complètement différentes. Et personnellement, je mettrais ma main à couper qu'on est plutôt dans le deuxième cas. Voilà, donc ça, là, quand on parle du fantasme, là, c'est clairement ce genre de phrases qui pop dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui sont assez loin de la réalité. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA dans notre code? Est-ce que pour autant, c'est une mauvaise idée? Moi, personnellement, j'utilise du coup GitHub Copilot depuis 2 ans, et sincèrement, je ne reviendrai pas en arrière. Alors, c'est peut-être aussi parce que je fais du Python maintenant. Je pense que si je faisais du Java, ça serait différent. Mais non, en vrai, je suis vraiment convaincue du fait que ça accélère mon développement, ça me permet de réduire mon temps passé sur des tâches pas intéressantes, et voilà, je ne reviendrai pas en arrière. Et je ne suis pas la seule. Stack Overflow, tous les ans, fait une étude, un sondage plutôt, où il demande à des devs professionnels, ils posent certaines questions liées à la tech, et cette année, ils ont posé celle-ci: est-ce que vous utilisez les outils d'IA dans votre processus de dev? Et on est à 63% de oui. L'année dernière, on était à 44%, et en 2022, la question n'existait même pas. Donc là, voilà, on a une adoption fulgurante de l'IA dans le dev. Et est-ce que les gens en sont contents? Globalement, oui, on est à 72%. Par contre là, l'an dernier, on était à 77%. Donc quand je vous parle de fantasme et de réalité, je pense que ça, c'est aussi un effet que les gens, il y a
peut-être cette baisse, elle pourrait être expliquée par le fait que l'attente des personnes n'était pas tout à fait conforme à la réalité, et il y a peut-être une petite déception là-dessus. Et hop, je prends juste un peu d'eau. Mais bref, je pense que la conclusion, elle est là. Les personnes, les devs professionnels ont un avis favorable, aiment utiliser l'IA pour développer. En parlant de Stack Overflow, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'avant, on utilisait Stack Overflow. Ça, la ligne verticale en pointillé, c'est l'apparition de ChatGPT. Et vous voyez le nombre de visites et le nombre de questions posées sur le site en chute libre depuis ChatGPT. Ça, pour moi, ça a deux conséquences qui m'ennuient un peu. La première, ça veut dire que, en tant que communauté tech, on partage moins, on échange moins. Et si on en est là aujourd'hui, c'est justement grâce aux échanges, grâce à l'open source, grâce à des gens qui posent et qui répondent aux questions sur Stack Overflow. Et puis aussi grâce aux conférences. Merci beaucoup d'être là. Et le deuxième point, ça veut aussi dire que l'IA va avoir, pour les générations futures, pour les années à venir, va aussi avoir moins de contenu, moins de données disponibles pour s'entraîner. Et la question se pose nettement de qu'est-ce qui va se passer au niveau de la qualité des IA futures. Il y a un truc intéressant, c'est que ChatGPT n'a pas eu du tout le même effet sur Reddit. Donc ça, c'est la courbe que vous voyez là. C'est les visites sur Reddit, et vous voyez, il se passe à peu près rien. Et pourtant, Reddit, c'est aussi un site américain de questions et réponses. Pourquoi? A priori, d'après les auteurs de l'étude, ça serait justement à cause du sentiment de communauté qui était beaucoup plus fort sur Reddit. C'est vrai que Stack Overflow est un peu connu pour être un peu abrupt avec les juniors et les nouveaux venus. Bref, le fantasme, c'est une productivité exceptionnelle. Juste pour rappel, GitHub Copilot, pour la promotion de leurs produits, ils indiquaient que les devs codaient 1,5 fois plus vite. Donc là, on est à 55%, donc on est là clairement dans le fantasme. Je pense que 25%, c'est réaliste, mais pourquoi est-ce qu'on a ces deux mesures différentes de productivité? C'est simplement la façon de la voir. Au niveau individu, je pense sincèrement qu'on code plus vite. Au niveau individu, les résultats de Stack Overflow le montrent. Les gens apprécient. Par contre, au niveau plus global, au niveau projet, au niveau de l'organisation, bah ça ne suit pas. Alors, peut-être que ça aussi, ça peut s'expliquer parce que c'est des études justement qui ont été faites entre 2020 et 2023. Les modèles depuis vont évoluer. Et puis, je pense aussi qu'en tant que communauté tech, on va aussi s'améliorer dans la façon dont on les utilise, on va mieux les intégrer dans notre process. Et peut-être, ça c'est mon message d'espoir, peut-être qu'on va avoir peut-être que l'effet sur la qualité va être mieux maîtrisé. Je ne dis pas qu'il va être diminué, mais mieux maîtrisé, mieux compris, et du coup, ces outils mieux être utilisés. Deuxième fantasme, c'est le fantasme sur l'emploi, qui est un corollaire du premier. Je pense que vous avez tous vu des choses comme ça. Alors, je dis fantasme, mais ce n'est pas le mien, on est d'accord. Celui-là, on va essayer de le couper assez rapidement. Ça, c'est le nombre d'emplois sur le changement d'emploi sur Upwork, qui est une plateforme de freelance américaine. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour les métiers du dev, il n'y a pas eu d'impact négatif de ChatGPT ou de l'IA générative, contrairement à d'autres métiers. Donc ChatGPT a eu un effet, pas négligeable, mais a priori pas dans les métiers de la tech. C'est d'ailleurs cohérent avec le sentiment qu'ont les devs, donc toujours dans le sondage de Stack Overflow. Il y a moins de 1 personne sur 10, non pardon, pas moins, environ 1 personne sur 10 qui se sent menacée par l'IA. Autre
fantasme lié à l'emploi, c'est celui-ci. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est ce métier? Oui, je l'ai entendu un peu par là. Prompt engineer. Alors, pardon. Donc je vous ai dit que j'ai changé, je suis passée de dev / architecte à machine learning engineer. Visiblement, j'ai raté quelque chose. Bon, je suis quand même allée voir sur une plateforme de recherche d'emploi pour vérifier. Alors malheureusement pour moi, prompt engineer en France, il n'y a que 2 résultats. Bon. Je vais rester machine learning engineer, je pense. Je suis quand même allée voir d'autres software engineers pour comparer. Donc là, on a 1500 résultats. Développeurs, on en a environ 9000. Et puis pour la blague, je suis allée voir développeuses, on a 463. Il faut mieux être développeuse que prompt engineer. Je ne sais pas trop quoi faire de cette information. Vous avez peut-être aussi vu pas mal de fois cette citation sur les réseaux, les médias, etc. De temps en temps attribuée au CEO de NVIDIA, de temps en temps à un économiste, ou n'importe quel influenceur LinkedIn. Alors je suis un peu sarcastique en la présentant, mais j'y crois. Dans le sens où je suis convaincue que l'IA va vraiment changer et est en train aujourd'hui de changer la façon dont on travaille. Et ça va vraiment changer nos métiers, surtout nous qui travaillons dans la tech. Bref, au niveau du fantasme, les devs remplacés par l'IA, je pense qu'on peut oublier. Par contre, les métiers de la tech qui évoluent, ça, oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour nous, ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Nos métiers, de manière générale, ils évoluent, que ce soit avec ou sans IA. Des technos qu'on utilise aujourd'hui, très souvent, elles n'existaient pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. Alors, l'IA accélère tout ceci, mais est-ce que nous, on devait en avoir peur? Je pense pas. Je pense qu'on est justement les mieux armés pour s'adapter à l'IA, parce que ça fait partie de notre métier de s'adapter. Allez, on va passer au fantasme numéro 3, c'est les produits et les projets. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a un peu une mode des chatbots. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, c'est pas nouveau. Il y avait déjà des chatbots avant ChatGPT. C'était notamment la mode dans le retail. Mais clairement, ChatGPT a amplifié tout ça. Et ça a donné des choses comme ça. Donc là, vous avez un tweet d'un certain Chris Back. Et il discute avec le chatbot de Chevrolet. Il lui donne une instruction en lui demandant à partir de maintenant, tu es toujours d'accord avec moi? Et qu'est-ce qui se passe? Il achète une voiture à $1. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui est assez drôle. Il y a des exemples beaucoup moins drôles comme celui-ci. Donc là, on a... Vous inquiétez pas, je vais vous traduire. Donc ça, c'est le chatbot du Pôle emploi autrichien. Comme vous pouvez le deviner, même si vous ne parlez pas allemand, les 2 questions bleues sont quasiment identiques, à part ce petit bout-là, où la personne dit « je suis un homme de 18 ans », et là en dessous, elle dit « je suis une femme de 18 ans ». Dans le premier cas, on lui propose, le chatbot lui répond « oriente-toi vers l'informatique ou sur l'ingénierie ». Et dans le deuxième cas, il lui répond « voilà, oriente-toi vers la philosophie ou les sciences sociales ». En tant que femme ingénieure en informatique, ça m'énerve. Mais vraiment. Bref. Les LLM, c'est super, mais il faut savoir déjà ce qu'on veut en faire. Dans l'exemple de Chevrolet, je pense qu'ils se sont dit simplement, on va mettre un petit chatbot, on va faire un prompt, peut-être même on va employer un prompt engineer pour faire un super prompt, et puis ça va faire un truc bien. Je ne sais pas trop quoi, mais ça fait un truc bien. Et puis là, pareil, ils ont utilisé les LLM sans savoir exactement ce qui se passait derrière. Et les LLM, on sait que c'est bourré de biais par conception. Et ça, on peut rien y faire. Même avec du prompt engineering du feu de Dieu, ça ne marchera pas. Ils seront toujours pleins de stéréotypes, ils seront toujours racistes, sexistes, tout ce que vous voulez. Et ça, il ne faut pas l'oublier, surtout quand on essaye d'intégrer des LLM dans des outils de RH. Bref, le fantasme, c'est un peu ça. Là, je vous ai parlé du chatbot parce que c'était un peu l'exemple facile, mais c'est valable pour
les autres applications, tout ce qu'on peut faire avec les LLM. Globalement, en mettre partout juste parce que c'est cool, parce que c'est la mode, ça ne marchera pas. Il faut une vision, il faut une utilité. Et puis, pas oublier comment ça fonctionne derrière et la partie stéréotype et biais. Allez, fantasme numéro 4. Ça, c'est un qui me concerne plus précisément parce que c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est l'intégration des LLM dans les projets de dev. Quand j'ai découvert ChatGPT, fin 2022, tout de suite, ce que j'ai vu, c'était l'API. C'est-à-dire que tout d'un coup, à portée de clic, à portée de clavier, on avait accès à un LLM surpuissant et on pouvait l'intégrer dans nos projets. Première idée qu'on a avec mon équipe à ce moment-là, c'est ça, je vais faire un ChatGPT sur ma documentation. Je pense qu'il y a si je ne me trompe pas, il y a une conférence aujourd'hui exactement sur ce thème-là. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle? C'est un nom technique. Voilà, j'entends pas bien, mais non. C'est le RAG, le Retrieval Augmented Generation. Ça, si vous vous intéressez un peu au LLM récemment, vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est le sujet du moment. Ce qui est un peu surprenant, c'est que je vous ai dit que j'ai écrit un livre en 2023 donc, qui est vraiment sur ce sujet, sur comment intégrer ChatGPT dans des projets de dev, et jamais je n'ai écrit le mot RAG dedans. Alors là, aujourd'hui, on se dirait, mais c'est n'importe quoi, il est nul ce livre. Le RAG, c'est vraiment le use case numéro 1. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas écrit dedans? C'est simplement parce que le terme RAG n'existait pas il y a un an. Donc début 2023, le terme RAG n'existait pas. Si vous êtes un peu dans le sujet, ça paraît surprenant. C'est d'ailleurs aussi... Voilà, donc du coup, j'ai écrit une deuxième édition en 2024, là j'étais obligée. Alors, attention, en 2023, il y avait déjà des exemples de RAG dans mon livre, mais c'est juste qu'il n'y avait pas ce terme-là. Ça ne s'appelait pas comme ça, c'était pas théorisé comme ça. Il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai dû écrire une deuxième édition en 2024. C'est une que je trouve vraiment importante, c'est la partie écosystème, librairie et framework. En début 2023, en fait, il y a l'API, quelques librairies qui se lancent, mais pas beaucoup de communauté, pas beaucoup d'énergie. Et puis aujourd'hui, ça a complètement changé. Et on peut vraiment développer avec les LLM dans le langage qu'on veut, en quelques lignes de code. C'est notamment la promesse de Llama Index. Llama Index, c'est une librairie Python qui permet de faire du RAG. Et leur promesse, c'est du RAG en 5 lignes de code. Je vais faire une petite démo. Première ligne de code, c'est des imports. Jusque-là, ça va. On charge les documents qu'on veut indexer. On charge sa documentation, donc là, sous un répertoire data. On crée un index. On crée un query engine, et ensuite, on peut poser des questions grâce à ce query engine. Et là, donc, vous avez 5 lignes de code, et en plus, ça inclut l'import et la question. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, ça prend nos documents. Donc là, toute la documentation que vous avez sous le répertoire /data, ça le découpe en petites parties, donc ça s'appelle l'étape de chunking. En l'occurrence, par défaut, ces chunks sont de taille fixe. Ça les vectorise, c'est-à-dire que ça leur donne une représentation mathématique, de façon à ce que deux vecteurs proches, mathématiquement, aient un sens proche voilà, au niveau du sémantique, de la sémantique. Ensuite, l'utilisateur va poser une question, et on va pouvoir faire une recherche et trouver les chunks qui ressemblent à la question d'un point de vue du sens, d'un point de vue de la sémantique. Ensuite, tout ça, on passe la question plus les résultats à un LLM avec un prompt bien formé, et on a une réponse en langage naturel. Ça combine le meilleur des deux mondes, une recherche sémantique avec la génération de texte par le LLM. Tout ça en 5 lignes de code. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Après, si comme moi, vous essayez de pousser un petit peu et utiliser ça dans la vraie vie avec des vraies documentations et pas de la documentation
pour faire des tests, vous vous rendrez vite compte qu'il faut améliorer quelque chose. Par exemple, ici, au niveau du chunking, on peut, au lieu de prendre des blocs de taille fixe, on peut prendre des blocs par paragraphe. Ici, on peut aussi reformuler la question, parce que souvent l'utilisateur utilise des acronymes ou des raccourcis. Bref, la reformuler, ça peut donner les mêmes résultats. Ici, on peut changer de base. Là, on a une base en mémoire par défaut. On peut prendre une base qu'on a déjà, on peut prendre une base vectorielle. Plein de choses à faire. Au niveau du LLM, par défaut, ça utilise OpenAI. On peut prendre son propre LLM open source. Peut-être même qu'on peut l'entraîner, le fine-tuner sur des données. On peut aussi utiliser le LLM pour, au lieu de faire un chunking par paragraphe ou par état fixe, lui demander quelle serait la meilleure façon de faire du chunking pour que chaque bloc ait un vrai sens. On peut aussi changer les choses ici, on peut reformuler les chunks, imaginer des résumés, etc. avant de les indexer. Et puis on peut recombiner, on peut aussi combiner avec une recherche full texte. Et bref, on peut à peu près tout faire, tout changer, et puis à un moment, on est comme ça. Parce que la vraie vie, c'est ça, c'est que les 5 lignes de code, c'est bien beau, mais en vrai, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que c'est valable pour tous les projets qui utilisent des LLM. Avoir un effet wow, un effet démo, c'est super facile. En plus, avec les frameworks d'aujourd'hui, les librairies d'aujourd'hui, en quelques lignes de code, ça fait le job. Malheureusement, avoir un système qui est fiable, qui hallucine pas et qui a une vraie valeur ajoutée, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et c'est peut-être aussi pour ça que le métier de prompt engineer a un peu fait un flop. Juste pour rappel, ça c'est un papier qui théorise les différentes techniques de RAG. Maintenant, il y en a encore d'autres. J'ai vu GraphRag, Agentic RAG. Ça date de décembre 2023, il était mis à jour mars 2024, donc tout ça c'est tout récent, donc si vous galérez, vous n'êtes pas les seuls, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Le fantasme, c'est ça, c'est qu'une API avec une API et des librairies, ça devrait être hyper facile, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué, ça nécessite un vrai temps, notamment d'exploration, en fait, où c'est très difficile de prévoir le temps que ça va prendre pour développer une tâche. Et il ne faut pas négliger le temps d'apprentissage et l'investissement. Bref, tout ça pour vous dire, tout ça, voilà, je vous dépeins peut-être un tableau un peu négatif, mais je voudrais aussi vous montrer un vrai projet qui existe, qui est en prod aujourd'hui, qui utilise des LLM et qui, moi, je trouve super chouette. C'est le projet de ma boîte actuelle, donc, sur lequel je n'ai pas travaillé parce que ça fait juste 2 mois que je suis là. Mais c'est vraiment le projet qui m'a convaincu de les rejoindre. Ils m'ont présenté un entretien et je me suis dit, ouais, c'est quand même chouette ce qu'ils ont fait, j'aimerais bien travailler dessus. Donc je travaille actuellement chez Komodo Health, c'est une boîte américaine qui traite les données des patients américains. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une très, très grosse base de données avec des événements du type un patient anonyme a vu tel médecin pour telle maladie, a pris tel médicament. Et donc ils ont une énorme base de données là-dessus. Et leur objectif, c'est de extraire de la valeur de toutes ces informations. Et pour ça, ils ont plein de produits différents, des dashboards, des formulaires, des choses qui permettent de faire des analyses. Bref, des produits très très complets qui s'adressent à différents types de profils, mais du coup aussi un peu complexes à prendre en main. Et ils se sont dit, on va faire un chatbot. Alors ils ont mis un peu plus d'efforts que Chevrolet. Désolé Chevrolet. L'idée, c'est vraiment de faciliter la prise en main de leurs outils. Donc ça ressemble à ça. Donc là, on a le chatbot, on peut lui poser des questions générales, du type qu'est-ce que le psoriasis, et il va répondre. Et puis après, on peut aussi lui poser des questions du type quels sont les médicaments qui traitent le psoriasis. Et là, il va aussi répondre, mais comme vous le voyez, un petit peu différemment. La différence entre la première et la deuxième question, c'est que ici, là, ce n'est pas généré par IA, c'est en fait une recherche en base de données via une API qui donne ce résultat-là. Donc là, pas d'hallucination possible. On peut aussi poser des questions on lui demande des statistiques, des comptes. Donc là, on demande voilà, combien il y a eu de patients avec de psoriasis en 2023. Et vous avez des chiffres ici.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont eu l'idée de sortir du format chatbot, notamment pour les stats. Je trouve que mettre des nombres dans des phrases, c'est pas du tout visuel, c'est pas du tout pratique. Ils ont fait des petites cartes où on a tout de suite les informations, et vous voyez, il y a 3 boutons en dessous qui permettent de rebasculer vers les produits classiques hors du chatbot, et puis inversement, donc ça permet de faire un lien avec le reste de l'application. On peut aussi lui poser des questions plus complexes. Là, ça ressemble en fait à une requête SQL. C'est comme ça que le LLM va l'interpréter. Et vous allez avoir des résultats. Donc là, c'est un peu plus long parce qu'il y a un calcul qui se fait derrière. Ce n'est pas le LLM qui va faire la génération, ça interroge une API. Et là, voilà, vous avez un résultat de ce type-là sous forme de graphe. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il n'y a pas un LLM avec un gros prompt et un super prompt engineer. Il y a plusieurs petits LLM. Il y a un premier qui va détecter l'intention, et ensuite, il va rediriger vers plusieurs flux, plusieurs scénarios. Et chacun de ces scénarios va combiner une API et un LLM. Et chacun de ces LLM a été, donc c'est un LLM open source, et il a été fine-tuné, réentraîné sur les données de Komodo. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que ça n'a pas été fait en 3 semaines. C'est tout un travail qui a duré plus d'1 an avec toute une équipe. Bref, tout autour de ce sujet, des LLM, il y a clairement beaucoup de fantasmes, une réalité qui est moins magique que prévu, ça, il n'y a pas photo, mais aussi, vraiment, l'innovation à portée de main, et ça, moi, j'en suis convaincue. Et j'espère que la petite démo de mon produit vous a convaincu aussi. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr, ça c'est du chatbot, on peut faire plein d'autres choses avec les LLM. Et puis il ne faut pas oublier que là, le petit chatbot que je vous ai montré, il utilise des LLM qui n'existaient pas il y a 2 ans. L'équipe utilise des outils d'Ops qui n'existaient pas il y a 2 ans. Elle utilise des librairies, des frameworks qui n'existaient pas il y a 2 ans. Et on s'appuie sur des papiers de recherche qui ont été publiés il y a moins de 2 ans. Bref, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite et qui est vraiment plein d'opportunités. Je ne sais pas si vous avez vu ChatGPT il y a 2 ans, mais j'espère que vous avez vu aujourd'hui tout ce qu'on peut en faire et que ça va vous inspirer à faire vos propres projets. Merci.